Bonjour Salahedine. Bonjour Naï. Aujourd'hui, on va parler du sujet des évitants, du type d'attachement évitant. Concernant la communication qu'il faudrait avoir, de quelle manière communiquer avec une personne évitante. Je vais te laisser te présenter et tu vas me répondre qu'est-ce qui, selon toi, peut fonctionner dans la communication avec un évitant. Ok. Donc moi c'est Aïcha Saladine, je suis coach, je suis formateur et je suis aussi conseiller, je fais de la consultance, j'ai ma boîte et je travaille principalement avec des outils tels que l'hypnose, l'EFT, l'énéagramme et les neurosciences, voilà. Donc ta question est de se dire comment on communique de manière, on va dire, de manière efficace avec un évitant. Eh bien, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que justement, dans la notion de communication, il y a la notion de feedback, il y a la notion de réciprocité. Ici, en l'occurrence, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, et donc il y a un premier enjeu qui est de comprendre ce qui se passe déjà. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que généralement, une des lois, ou un des principes en communication, c'est que la carte n'est pas le territoire. Ce que toi, tu estimes être ta compréhension de la réalité n'est pas forcément la même compréhension de la réalité que l'autre. Et en l'occurrence ici, chez l'évitant, c'est même beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de la réalité qu'il décide inconsciemment de ne pas voir. Ou de transformer, ou d'omettre. Ok ? Tu vois ? Et donc forcément, on n'est pas dans des mêmes niveaux. Et donc, d'où l'intérêt... Et d'où même parfois les incompréhensions, parce que ça peut être hyper frustrant de parler à quelqu'un, de ne pas se sentir compris. Et généralement, on va rentrer dans une boucle qui va être une boucle de cercle vicieuse. Hein. Donc, c'est-à-dire, tu me comprends pas, tu vas rentrer dans dans un rôle, on va dire, de bourreau. Lui va se sentir victime, et puis tu connais le trait Inversement, tout à fait, de Karpman. Voilà. Donc il y a vraiment un enjeu qui est principal, qui est de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un évitant ? Et ça, effectivement, tu as parlé de style d'attachement. Il faut comprendre que chez eux, dans les 7 premières années, il y a eu vraiment un travail qui a été fait à leur niveau à eux, qui est en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, on n'a pas un cortex préfrontal qui est développé. On travaille beaucoup sur le champ de l'émotion. Il faut savoir qu'un enfant, lui, capte vraiment de manière très très profonde les émotions qui sont projetées. C'est une éponge émotionnelle. Voilà, tout à fait. Il est même en fréquence cérébrale alpha. Donc c'est vraiment, il est ouvert comme une éponge à tout ce qui se passe. Et il va y avoir une sorte d'empreinte émotionnelle qui va se créer. Et chez l'évitant, la croyance sous-entendue souvent qui est développée, c'est on ne peut pas répondre à mes besoins. Oui, tout à fait. Et donc je dois pouvoir compter que sur moi-même. Et surtout pas me retrouver dans une notion de vulnérabilité. Ok ? Et donc ça, c'est quelque chose qui l'a conditionné très très tôt. Oui. Et la difficulté avec ça, c'est que le cerveau fonctionne comme ça d'une certaine manière. C'est comme toi, par exemple, quand tu as appris à conduire, au début, c'était compliqué. Tu vois ? Au début, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que le champ de la conscience, quand il veut faire quelque chose, il gère 7 à 8 informations à la seconde. Mais plus tu vas répéter une chose, plus elle va s'inscrire dans le subconscient et puis dans l'inconscient. On va dire que le subconscient, c'est les routines, l'habitude, et l'inconscient, c'est vraiment lui qui reprend le dessus et puis qui gère tout le reste. C'est-à-dire vraiment, quand tu manges et que tu digères, c'est lui qui gère tout ça et tout ce qu'on suit. Chez lui, ou chez toi, par exemple, quand tu apprends à conduire, plus tu vas conduire, plus on va passer à des champs différents, c'est-à-dire du conscient, subconscient, inconscient. Ok ? Et bien chez l'enfant, c'est la même chose en fait. Chez l'enfant, il va tellement développer une certaine habitude face à une situation que ça va devenir un automatisme. D'accord. Ça va devenir un automatisme. Je vois, Il va même plus prendre conscience de ce qui est en train de se jouer. Et chez eux, c'est très très développé. D'où les difficultés de communication. Tu vois ? Et souvent, l'une des croyances qui est sous-entendue dans leur, on va dire, dans leur lecture du monde, c'est que je ne peux pas compter sur l'autre. Je peux compter que sur moi. Pourquoi ? Parce que l'autre n'est pas vu comme quelqu'un qui est, on va dire, un ami ou quelque chose, mais plutôt comme une menace. Très inconsciemment. Okay ? Je vois. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il va être là, dans un autre
dans une autre dynamique qui, elle aussi, va alimenter cette dynamique vicieuse, négative, tout ce que tu veux, c'est être dans le biais de confirmation. Plus tu vas lui dire qu'il n'est pas présent, qu'il fait pas ça, qu'il fait pas ci, plus il va se dire, ben voilà, j'ai raison, je peux compter que sur moi, en fait. D'accord. Tu vois, je peux compter que sur moi, je peux que ça, que si. Et donc, parfois, dans la communication, quand on est dans une communication qui va pointer du doigt, on va dire, les dysfonctionnements, contrairement à ce qu'on peut s'attendre quand quelqu'un a ce retour réflexif nécessaire sur lui-même pour se dire, tiens, il me répète quand même quelque chose et peut-être que dans ce qu'il est en train de me dire là, il y a quelque chose qui est peut-être à prendre en considération dans le fait de revoir mon attitude, mon comportement chez eux. C'est juste confirmer le fait de leur croyance qui est de dire tiens, je peux compter sur personne, le monde est mauvais, je schématise, bien sûr. Donc il vaut mieux que je me déconnecte, tu vois. D'accord. Et donc ce qui est préconisé généralement dans ce type de situation, c'est vraiment d'aller plutôt vers une communication qu'on appelle non violente. Tu vois, la CNV. Et la communication non violente, elle est intéressante parce que, tu parles en ton nom et tu parles pas au nom de la personne. Tu parles en termes de jeu et pas en termes de tu. Donc ça peut être vraiment un très bon outil. Je vais juste définir c'est quoi l'outil et puis je dirais en quoi cet outil a ses limites aussi. L'outil va surtout, principalement, t'aider à toi à mieux communiquer avec la personne. C'est-à-dire que tu vas parler en ton nom à toi. J'observe des faits. Je ne fais pas d'interprétation de ce que j'observe. J'observe que tu veux partir en voyage et que tu m'en as rien dit. Tu parles d'une émotion, c'est important l'émotion. Qu'est-ce que ça te fait? Donc ici en l'occurrence, si tu pars en voyage et que tu m'as rien dit, je suis triste, tu peux nommer toute une série d'émotions qui peuvent t'habiter sur le moment où ça t'arrive. Après, tu vas parler de tes besoins. Là, ici, en l'occurrence, dans ce type de situation, tu as besoin de clarté, tu as besoin de savoir ce qui se passe, tu as besoin de communication. Et quelles sont les attentes? Tes attentes et les attentes vis-à-vis de la personne, tu vois. D'accord. Si on va jusqu'au bout de l'exemple, j'observe que tu veux partir en voyage et tu m'en as pas parlé, cela m'attriste. J'ai besoin de comprendre dans quoi on est et j'ai besoin de pouvoir communiquer dans ce type de situation. Est-ce que tu serais d'accord qu'on en discute? Tu vois? En aucun cas, tu attaques la personne frontalement. Parce qu'il faut comprendre. Et ça, c'est le propre de l'humain. On est vraiment dans une instinct de conservation ici. C'est-à-dire que la personne, elle est en protection parce qu'elle pense qu'elle est attaquée. Menacée. Il faut revenir à l'enfance. L'une des erreurs qu'on fait aussi beaucoup quand on parle à un évitant, on parle même de manière générale à quelqu'un qui est considéré comme dysfonctionnel, c'est que c'est souvent à l'enfant qu'il fallait parler, c'est pas à l'adulte. Parce que c'est l'enfant qui a été blessé. Et l'enfant, il a appris à se protéger. Tu vois. Mais par exemple, ici, l'hypnose aide beaucoup à aller prendre contact avec cette partie de l'enfant, tu vois. D'accord. Parce que souvent, quand on parle d'adulte à adulte. Par exemple, toi, quand tu vas voir la difficulté que tu as eue, tu parlais d'adulte à adulte. Mais derrière, il y a un enfant qui a été blessé. Et cet enfant-là, lui, il se protège. D'accord. Tu vois, il se protège. Et donc, d'où l'intérêt de ne pas rentrer dans une logique de confrontation. Parce que voilà, lui, depuis qu'il est enfant, il se protège de tout ça, tu vois. Après, la deuxième clé, après la CNV, la communication non violente, c'est de pouvoir vraiment poser des questions où la réponse vient de la personne et pas de toi. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que tu en dis? Vraiment l'inviter à se positionner par rapport à ce qui se passe. Et si tu devais, par exemple, si quelqu'un te dit, ouais, voilà, tu comptes beaucoup pour moi, ok, si tu dis que tu comptes beaucoup pour moi, comment cela se manifeste chez toi? Comment tu l'exprimes? J'ai besoin de le comprendre. D'accord. Tu vois? C'est pas la même chose que de dire, ouais, en vérité, tu t'en fous de moi. Tu t'en fous de moi et tout ce qui s'ensuit. Ouais, parce que là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que là, tu es plus dans une logique où tu es en train de l'attaquer. Tu es dans une logique où tu es en train de l'interpeller. Tu es en train de le faire, ce qu'on appelle de la maïotique. Tu vois, tu poses des questions qui vont faire que lui-même va accoucher de sa propre réponse. Et ça dure dans le temps. Tu vois, l'effet dure dans le temps. Et ça, c'est un petit peu le principe du coaching. Le principe du coaching, c'est quand tu as quelqu'un qui vient pour être coaché, la personne, quand elle vient pour être coachée, tu lui poses des questions
Et tu pars d'un principe qui est un principe de base, c'est que les ressources sont en intérieur. Les ressources sont chez la personne. Il n'y a pas de, tu vois, toute personne a ses ressources, même avec toi. Si je dois faire un travail d'accompagnement, je pars du principe que tu as les ressources en toi. Oui. Il n'y a personne qui n'a pas les ressources en elle. Mais si on part de ce postulat, qui est un postulat qui est magnifique, ben, l'évitant a les ressources en lui. D'accord. Mais il faut aller les chercher. Et la manière dont il faut aller les chercher, c'est de lui poser les questions, vraiment de lui poser des questions qui se basent sur ce que tu veux au quotidien avec lui. Hein. Tu n'es pas en train d'inventer des choses. Ça peut être la continuité de la CNV, tu vois. Tu peux commencer, par exemple, si on prend cet exemple, on va rester sur cet exemple de, il est parti en voyage, il t'a rien dit, voilà. Donc, j'observe que tu es parti en voyage, tu m'as pas dit que tu partais. Qu'est-ce que ça fait comme sentiment? Eh ben, je me sens triste et mal comprise, ou voilà. Quel est le besoin? J'ai besoin de pouvoir en discuter, de savoir dans quoi on est. Ma demande, c'est de pouvoir en discuter. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question pour la personne pour qu'elle puisse percuter? C'est de se dire, tiens, et si, je donne un exemple, hein, et si moi-même, dans ce qu'on est en train de vivre, je partais sans te dire quoi que ce soit, comment tu le vivrais? Quelles seraient tes pensées, quels seraient tes sentiments, quelles seraient tes émotions? Tu vois, et de le faire revenir à lui, de le faire revenir à ce qu'il pense, de le faire revenir à ce qu'il ressent comme émotion, à ce qu'il vit comme sentiment, tu vois, pour qu'il puisse se reconnecter à lui, parce que là aussi on va trouver une autre clé, c'est qu'ils sont très dissociés. Oui. Il faut qu'ils se réassocient. Et en posant des questions, tu obliges quelque part à ce qu'ils refassent des sortes de connexions et qu'ils arrêtent la dissociation quelque part, en posant des questions. Tout à fait, mais le truc c'est que ça se fait petit à petit. Et franchement, c'est sur ça que j'insiste sur le fait que ça s'est construit avec le temps. On dit une habitude, c'est pas quelque chose que tu jettes par la fenêtre. Oui. C'est par les paliers, c'est un palier à la fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que l'inconscient a pris en charge. Ouais. C'est-à-dire que même la personne, quand elle a son shoot émotionnel qui est activé, c'est plus elle qui gère quasi. Elle a besoin de ce shoot émotionnel presque. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'elle a vécu comme ça, elle a survécu comme ça. Et en fait, c'est d'où la communication, c'est pas quelque chose de simple. Souvent, l'une des erreurs les plus communes, tu vois, c'est juste un art. c'est juste le fait de changer de position, de se mettre à la position de la personne et de comprendre vraiment les enjeux qu'il y a derrière. Parce que les enjeux... Mais c'est vrai que sur les questions, parce que ça me fait penser du coup à moi, avec la personne évitante que je côtoyais, des fois je posais des questions. Alors, je faisais aussi la CNV, je l'ai apprise aussi, et je posais des questions. Et c'est vrai que souvent, ça forçait la personne à aller chercher cette réponse, à aller comme connecter. C'est comme si tu débranchais un appareil, que tu enlevais la prise, et quand tu poses des questions, ça les pousse à quelque part rebrancher un peu la prise, en tout cas à essayer de le faire. Et en général, tu avais quand même une réponse, et la personne ne se sentait pas attaquée. Je me rappelle une fois que j'avais demandé... et si tu avais rencontré quelqu'un qui te fait ce que toi, tu es en train de faire finalement, qu'est-ce que tu aurais fait? Il me dit, mais moi, ça fait longtemps que j'aurais dégagé cette personne. Et tu vois, et j'étais très surprise parce que j'aurais jamais imaginé, alors qu'à chaque fois, je disais, je communiquais d'une autre manière, ça fonctionnait pas, j'avais pas forcément de réponse. Et quand je posais des questions, ça poussait la personne à se mettre à la place quelque part, ce qu'ils ont du mal à faire, se mettre à la place de la personne. Ils sont tellement auto-centrés qu'ils ont beaucoup de mal à se mettre à la place de la personne en face, qui n'est pas bien dans ce lien. Et c'est vrai que ça peut porter ses fruits, mais après, est-ce que tu penses que sans travail de fond, est-ce que tu penses que ça peut vraiment avancer quelque part, où il faut vraiment qu'il y ait une aide, comme tu disais, je sais pas, à faire de l'hypnose? Est-ce que c'est recommandé d'ailleurs pour les personnes évitantes de faire de l'hypnose? Parce qu'ils sont tellement dissociés que est-ce que ça marche? Je veux d'abord répondre à la première question, qui est le travail de fond. Le travail de fond, c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis, Naïa. Oui. Donc, tu as vu que cette fois-là, tu as développé une stratégie différente. Oui. Et en développant une stratégie différente, tu as une réponse différente. Oui. Et dans la vie, parfois, c'est une question de stratégie. C'est vrai. Donc, parce que si tu fais la même chose, tu auras toujours la même réponse. Donc, et comme tu n'as pas de pouvoir sur la personne, parce que ça, c'est aussi une clé très importante. Tu n'as pas de pouvoir sur l'habitant, tu as un pouvoir sur toi.
Tu as le pouvoir sur toi. Tout à fait. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne resteras jamais dans la tête de l'évitant à le contrôler de manière absolue. D'ailleurs, dans la tête de personne d'autre. D'accord? Ta zone de contrôle, c'est ce que tu fais toi. Tu peux avoir une zone d'influence, tu peux l'influencer. Certes, quand tu poses une question, tu es en train de l'influencer. Après, j'ai envie de dire, chez l'évitant, il faut tout le temps essayer d'avoir en arrière-fond, ce conditionnement qui a eu lieu. Donc c'est un enfant qui s'est senti, et parfois c'est pas s'est senti, c'est de manière très objective, s'est senti maltraité. Oui. Un enfant, quand il est petit, il sait pas faire face à ça. Le cerveau le protège. Ok? Et un enfant, de manière... tu sais, il y a par exemple, je vais faire un petit aparté, mais on est d'abord des êtres de relation. Ok? Il y a une expérience qui est connue, qui a été faite dans les années au XIIe siècle par un roi qui s'appelle Frédéric II en Sicile. Il a pris une dizaine d'enfants, des nouveau-nés. Il a pris 10 nouveau-nés et il a voulu, son trip à lui, c'était de savoir quelle langue il parlerait naturellement. Ok? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a donné à chaque nourrice ces nouveau-nés qui étaient des orphelins et il leur a donné comme directif de ne jamais parler à ses enfants ni directement ni indirectement. Donc c'est-à-dire ni en les regardant ni en parlant devant eux. La seule indication qu'ils avaient, c'est qu'ils devaient leur donner le sein et surtout même pas parler avec une autre nourrice devant. Il devait y avoir absence de communication, tout en sachant qu'il n'y a jamais absence de communication. Puisque là, on est en train de communiquer que l'on n'a pas envie de communiquer, tu vois. Et son trip à lui, c'était de savoir quelle langue parleraient naturellement ses enfants. Et force, malheureusement, a été de constater que sur les 10 nouveau-nés, il n'y a personne qui a survécu. Et de là, on sait qu'on est d'abord des êtres de relation. Oui. L'être humain a besoin de relations. Sociaux, ouais. Ok. Dans les théories sur l'attachement, il y a une expérience aussi qui est très connue avec les bébés singes, où on va donner la possibilité aux bébés singes de soit de choisir un mannequin froid ou un mannequin chaud. Le mannequin chaud n'aura pas de nourriture, le mannequin froid aura de la nourriture. Ils veulent voir le bébé singe, est-ce qu'il va naturellement vers le mannequin froid avec nourriture ou le mannequin chaud sans nourriture, à ton avis? Le mannequin chaud. Tout à fait. Donc on est d'abord en train de chercher la relation. Chaleur, on a fait aussi une autre expérience en prison. On a demandé à des prisonniers, on n'a plutôt pas demandé à des prisonniers, mais ça a été fait avec la question suivante. Est-ce que vous préférez l'isolement au châtiment corporel, si vous deviez choisir? Et les prisonniers ont préféré le châtiment corporel à l'isolement. D'accord. Donc il y a eu beaucoup d'études, vraiment, qu'il y a eu beaucoup d'études, montrent qu'on est d'abord des êtres de relation. Donc l'enfant, quand il est jeune, quand il est tout petit, il a besoin d'être aimé. Ok? Il a besoin de se sentir accepté, de se sentir... de nouer une relation, de nouer un attachement. Ok, tout à fait. Ça se fait instinctivement, oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Chez eux, en particulier, il va y avoir un dysfonctionnement. Ils ne vont pas se sentir protégés par les parents, par l'environnement, tout ce qui s'ensuit, parce que de manière soit très objective, de manière très subjective, mais de manière générale, ils l'ont vécu, ça, et donc vont donner une réponse au moment X qui est de se dire « je compte que sur moi ». Ok? Parce que le monde est dur. Oui. Et dans la communication avec eux, une des choses sur lesquelles il faut être très très attentif, et sur lesquelles parfois on n'est pas attentif, mais eux inconsciemment ils l'observent, c'est voir la forme que tu vas donner à ta communication. Parce qu'on sait très bien que par exemple en communication, la forme est beaucoup plus importante que le fond. Oui. La manière dont tu emballes le message est tout aussi important que le message que tu emballes, et voire plus. Tout à fait. Tu vois? Et en fait, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais ils vont tout faire pour effectivement nuire à la relation. Ils vont saboter. Ils vont saboter. Mais derrière, très inconsciemment, ils veulent voir si vraiment s'ils peuvent compter sur toi. Ouais, tout à fait. Tu vois? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder la qualité de la relation. Est-ce que tu vas être quelqu'un de patient? Est-ce qu'une maman, par exemple, peut couper avec son enfant? C'est compliqué, tu vois, parce qu'il y a un lien qui est très fort. Bien sûr, tu vois, il y a un lien qui est très fort. Je ne veux pas généraliser parce qu'il y en a qui s'arrivent. Mais donc, tout ça pour te dire que dans la communication, il y a vraiment un enjeu très très important avec eux, d'où la CNV comme outil est très bien, parce qu'on va faire très attention à la forme qu'on va donner au message, puisqu'on n'attaque pas, on ne dit pas tu, on dit je, tu vois. D'où ça a été observé que ça avait un impact, tu vois, mais pas qu'avec eux, hein, avec toutes les personnes. Donc vraiment l'importance de la communication au niveau de sa forme, elle est fondamentale.
Oui. Le fondamental et à plus forte raison ici en l'occurrence, parce que l'environnement dans lequel tu es est pas facile et ils ont besoin, c'est difficile à entendre, hein, mais ils ont besoin d'être sécurisés. Comme toi, tu as besoin d'être sécurisé. Oui. Et est-ce que tu peux développer une communication saine si toi, tu mets des outils en place, tu mets des techniques en place avec eux, mais que eux n'utilisent pas finalement la même manière de communiquer avec toi. Par exemple, tu peux utiliser la CNV, qui est une méthode bienveillante. Mais si en face, tu as des réponses pas de la même manière que toi, ou assez peut-être même des fois méprisantes ou autre, c'est difficile de le recevoir alors que toi, tu as fait un effort dans la communication pour que ça fonctionne bien. C'est comme si toi, tu donnes, tu essaies d'équilibrer quelque chose, une communication d'adulte à adulte, et la personne en face, elle ne le fait pas. C'est comme si tu te retrouvais à faire un travail tout seul. Comment est-ce que tu te comportes comment est-ce que tu peux faire à ce moment-là comme tu as dit, on n'a pas action sur les personnes en face. Okay. Donc comment est-ce qu'on peut faire en fait faut emmener ces personnes en thérapie, tout simplement. Il faut les emmener te voir ou en tout cas faire les... Je pense franchement que c'est d'abord, de manière très objective, c'est une situation qui n'est pas facile à gérer de manière très objective. Donc, c'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'on est effectivement, si on suit la logique, on va dire si on suit la logique, il y a un réel déséquilibre, de manière très objective. Maintenant, tu as dit d'adulte à adulte. Mais ici, on parle d'adulte à enfant. Oui, c'est très important de le noter. C'est vrai, on le ressent. Hein, et en fait, plus tu vas être dans une position d'adulte normatif, plus il va se renfermer sur lui-même. Et ça, en fait, c'est ça qui est très, très déstabilisant. C'est que tu as envie... Parce qu'en fait, tu arrives à un âge où tu te dis, bon, je parle à quelqu'un, il a le même âge que moi, approximativement, il devrait comprendre ce que je comprends. Sauf que quand il est dans cet état-là, qu'est-ce qui est activé ? C'est quelque chose qui est vraiment ramène à quelque chose d'ancien, quelque chose qu'il a mis en place et tout ce qu'on suit. Donc maintenant, est-ce que c'est possible ? Tout est possible. Moi, je ne peux pas te dire que ce n'est pas possible parce que je te mentirais. Non, c'est possible. Maintenant, est-ce que ça va être pénible ? Est-ce que tu es prêt à payer le prix ? Il faut que oui, à partir de la personne, à partir du moment. Chez eux, en fait, ce qui est compliqué, c'est que tu as deux situations dans lesquelles il y a une remise en question. Soit il y a un choc, donc ils vivent un choc très fort. Oui. Et donc ça, c'est un petit peu le propre de chaque être humain, c'est qu'à partir du moment où il vit un choc très fort, il y a des remises en question fondamentales qui se posent. Ça, c'est une chose. Ou bien il y a un travail. J'aime bien utiliser la métaphore de l'archéologue qui va et qui petit à petit, il travaille chaque jour un petit centimètre, et puis à un moment donné, il y a une petite fente par laquelle la lumière rentre. Oui, mais un travail, tu veux dire que c'est eux qui veulent faire un travail ? Non, c'est un travail, par exemple, de CNV, de questionnement, parce qu'en fait, il va te challenger, soyons clairs. Il va te challenger de dingue. Mais c'est bien, il faut le voir comme ça. En fait, il faut le voir comme un challenge, un vrai challenge. Si tu le vois comme ça, ça ne veut pas dire que tu as un pouvoir sur le résultat, clairement. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as un pouvoir sur ce que toi, tu vas faire. Dans ce que tu as dit, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu m'as dit, j'ai changé quelque chose dans ma stratégie, dans mon attitude, il y a un changement aussi. Mais ça, c'est le début de quelque chose. Quand il te dit, mais moi, si quelqu'un fait la même chose, il ne faut pas croire, tu as allumé quelque chose chez lui. Non, mais ça ne dure pas. C'est-à-dire que ça s'allume et ça se rééteint. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça ne dure pas. Pourquoi ça ne dure pas ? Parce que c'est l'inconscient qui reprend le dessus par la suite. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Exactement. Parce que l'inconscient, c'est comme la conduite. C'est que plus tu vas l'entraîner. Plus à un moment donné, il va y avoir une bascule qui va se faire. Quand elle va se faire, à partir de quel moment elle va se faire, on n'a pas de prise dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que les techniques, par exemple, de questionnement, telles qu'on les développe en coaching, le EFT. Le EFT, c'est une technique d'élaboration émotionnelle qui est très, très efficace. D'accord. Pourquoi elle est efficace avec eux ? On va parler des émotions. Les émotions, c'est quelque chose que tu emmagasines. Tu vois ? Et généralement, tu as une sorte de circulation émotionnelle dans ton corps. Et chaque fois que tu vis un choc émotionnel, il y a une sorte de petite pierre qui bloque un petit peu ce flux énergétique émotionnel. Et chez eux, il y a beaucoup... c'est une empreinte émotionnelle d'abord, avant tout, tu vois.
Et donc, il y a un travail qui est et cette émotion, elle est souvent liée à une situation problématique. D'accord. Par exemple, tu vois, tu as vécu une situation et à la situation est associée une émotion. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, c'est un trauma. C'est qu'à un moment donné, tu vois, tu as une émotion quand même dure qui fait que ça s'imprime. Oui. Tu vois. Et le truc, c'est que tu peux travailler au niveau du verbal à discuter avec eux, mais parfois l'émotion reste. Et donc la technique de libération émotionnelle, l'EFT, va venir vraiment faire deux choses. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est qu'elle va venir conscientiser certaines parties de la vie de cet enfant qui ont été dures. D'accord. OK. Et ils vont venir aussi libérer émotionnellement. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans la technique EFT, tu as deux possibilités. Ouais. Soit tu as quelque chose qui est contre toi, c'est de la culpabilité. Ouais. OK. Ou soit contre quelqu'un. D'accord. Et là, c'est de la rancœur et tu as besoin de pardonner. D'accord. Okay. Et généralement, les gens, quand on leur fait prendre conscience des situations et puis que derrière, on essaie d'associer une émotion et puis on lui donne une gradation de 0 à 10 en comment il vit de manière confortablement ou inconfortablement cette émotion. Après, la CNV, on sent qu'il y a une libération qui se fait, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, l'EFT, c'est vraiment une technique qui fonctionne très très bien avec les évitants, avec toute personne. Hein. Donc, moi, j'étais formé aussi à l'EFT. D'accord. Et j'ai aimé cette technique parce que c'est une technique, je dis ça aux clients que je suis, c'est une technique que je peux vous donner une fois, deux fois, trois fois, et puis vous pouvez la faire toute seule. Oui. C'est des points de tapotement. Tout à fait, points de tapotement. Moi, je pensais à la base que c'était que pour le stress, l'anxiété, etc. Ah non, je ne savais pas que c'était pour la libération. Ça a eu, par exemple, des très très bons résultats sur des personnes qui avaient des traumas après la guerre, tu vois, des chocs post-traumatiques, tu vois. D'accord. Oui. En fait, c'est vraiment une technique de libération émotionnelle. Je savais pas. Mais après, ça se travaille par couche, tu vois. Ok. Tu vois, il y a tout un travail, et c'est là où un praticien est intéressant, c'est parce qu'au début, il va te donner, si tu veux, la gymnastique à adopter pour pouvoir bien faire l'EFT. La méthode. Pas juste de taper, oui, bon, ça, c'est sûr. Mais il doit y avoir un travail sur, en fait, quasi deux plans. Le plan de ce qui s'est passé, et là, tu vas souvenir par tes pensées, et puis associer une émotion, tu vois. Associer une émotion et puis libérer cette émotion, donner et accepter de libérer. Mais quand tu libères, tu reviens à un rapport à toi parce que tu dis en fait par exemple dans la technique, à partir du moment où tu es associé, tu dis telle situation, je m'aime et je m'accepte. Oui. Tu vois, tu reviens à toi. Ou bien tu dis je l'aime et je l'accepte ou je lui pardonne. Tu vois, ça dépend la situation que tu évoques et comment tu t'es positionné, soit en termes de culpabilité ou en termes de rancœur, tu vois. Et est-ce que l'évitant, il a besoin de raconter son histoire quand il vient voir un praticien en EFT? Parce que la problématique, j'ai l'impression, pour un évitant, c'est de parler, d'exprimer des choses qui ont été très dures. Et c'est pour ça qu'ils vont aussi rarement en thérapie voir un psychologue, parce que c'est difficile de s'ouvrir. Peut-être que le fait de ne pas trop raconter et juste d'avoir une technique, une méthodologie, peut-être que ça leur permettrait de consulter plus facilement une personne. Même si je pense que on peut pas passer à côté non plus de la thérapie pour un évitant, mais l'EFT peut être intéressante avant ou pendant la thérapie, parce que c'est difficile de les emmener en thérapie. Donc en fait, chez l'évitant, effectivement, tu as tout à fait juste. Hein, c'est comme ça. Ils évitent. C'est ça. Ils évitent. Mais ce qui est hyper intéressant, et ça, c'est pas juste l'évitant, c'est l'être humain de manière générale. C'est que tu as ce que l'esprit, la rationalité, parce que ça c'est des mécanismes de défense, on va rationaliser, tout va bien, je vais bien, on va faire du déni aussi, beaucoup de déni. Mais le corps, lui, tu peux pas le mentir. C'est ça le truc. Et souvent, ces personnes, en tout cas, si elles écoutent, elles vont se rendre compte que souvent, elles ont des mots MAUX au niveau de leur corps qui les accompagnent. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette tension permanente, cette incongruence quasi, entre ce que leur bouche dit et ce que le corps vit. C'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Et souvent, c'est des personnes qui, malheureusement, si elles ne font pas attention par rapport à cet aspect-là, parce qu'elles peuvent avoir tout un discours. Hein. Vraiment, elles vont être discours, il va être cohérent, mais le corps, lui, il est en train de souffrir. C'est vrai.
Le corps est en train de souffrir. Complètement, ouais. Et le corps, je vais le répéter, le corps ne ment pas. C'est-à-dire le corps à un moment donné, c'est ça le principe du burn-out aussi. Hein, c'est qu'une personne arrive, elle a tout un schéma narratif à l'intérieur en se disant tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oui. Alors qu'au travail, ça va vraiment pas bien. Oui, c'est ça. Et on s'oblige parce que il y a les factures à payer. Oui, voilà, exactement. Puis à un moment donné, le corps il dit stop. Ils sont dans un déni finalement d'eux-mêmes et jusqu'au moment où le corps dit voilà. stop et ils arrivent au burn-out. Tout à fait. Et donc effectivement, pour répondre à ta question, il y a cette difficulté, et ça c'est une vraie difficulté, parce qu'en fait il faut avoir un mandat pour les aider et ça ne peut venir que d'eux, tu vois. Mais ce que je veux dire par là pour les personnes qui écoutent, c'est vraiment de se dire, tiens, est-ce que ton corps dit la même chose que ta bouche? Oui. Tu vois? Mais ils sont déjà pas connectés à leur corps. Ouais, mais c'est difficile de les connecter déjà entre le cerveau et le corps. Ils ont du mal à ressentir même... Et d'ailleurs, ils ont une forte résistance à la douleur physique. Ils sont dans le déni. Hein, complètement. Tout à fait. À la fatigue, ils supportent vraiment la fatigue. On dirait que... C'est tous des mécanismes qui ont été mis en place pour détourner l'attention de quelque chose. Hein. Ils enfouissent jusqu'au jour où le corps dit stop et lâche. C'est à ces moments-là que tu les retrouves en thérapie parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner. Mais peut-être qu'avant d'en arriver là, il faudrait essayer de faire des techniques comme tu proposes. Je pense que ça peut être intéressant. Tout à fait, l'EFT peut être intéressant, effectivement. Et puis les exercices de respiration, la cohérence cardiaque. Ah oui. Le fait que tu fasses ces exercices de respiration, tu ramènes à un état d'équilibre, on va dire, émotionnel aussi. Tu vois, donc voilà, c'est vraiment essayer de se reconnecter à soi. Ouais, alors là, c'est à quoi je pense, quels sont les sentiments qui me préoccupent et qu'est-ce que je vis. Et ces personnes ont tellement été très tôt habituées à être déconnectées parce que estimant que c'était pas important, estimant que c'est pas quelque chose de naturel. Donc franchement, c'est juste pour mettre du contexte dans cette situation. C'est pas facile. C'est pas parce que je vais communiquer avec quelqu'un que forcément je vais avoir la réciprocité. Ouais, tu sais, tu es presque en train de dire, tu parles français, il parle chinois. Exactement. C'est comme ça que moi je voyais. Tout à fait, tu vois. Je parlais une autre langue. Tu parles une autre langue et l'enjeu est de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est sa carte du monde? D'où il vient? Parce qu'en fait, quand tu élargis ton champ d'analyse, tu passes un peu de ça, parce que quand tu vis une situation très problématique, tu es souvent comme ça. Oui. Tu la vois vraiment de manière très exagérée, tu vois. Oui. Ici, on est en train de mettre de la distance, c'est-à-dire que et plus tu vas avoir cette distance nécessaire par rapport à la situation, mieux tu seras la gérer en fait. Ouais. Et moi, mon école, c'est comme ça que je pense. Je pense qu'on n'a pas de prise sur la personne, on l'a prise sur nous. Ouais. Donc si cette personne, je tiens beaucoup à elle, et que vraiment elle compte pour moi, et qu'elle te montre aussi des signes, parce qu'ils te montrent des signes. Hein. Il peut y avoir de l'incongruence, mais parfois, tu vois, chez eux, c'est très maladroit. Parce que justement, ils veulent éviter de te montrer qu'ils ont des sentiments, tu vois. Donc voilà, ça te permet de mieux gérer la situation, de te dire, tiens, j'ai ça, j'ai ceci. Il faut voir la situation comme... voilà, comme c'est difficile ce que je veux dire, mais comme une opportunité de se dire tiens, je vais grandir de cette situation, même si j'ai pas vraiment de résultat. Parce que si je te pose la question à toi, Naï, qu'est-ce que ça t'a appris, par exemple? Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a clairement fait grandir. Bon, ça m'a détruite, pour ensuite me faire travailler des choses que peut-être je n'ai pas voulu voir. J'ai été obligée d'aller les travailler. Notamment mon attachement désorganisé que j'ai découvert grâce à ça, entre guillemets. Parce qu'avant, je pensais que j'étais uniquement dépendante affective. Et au final, j'ai été obligée d'aller travailler tout ça. Et je me rapproche un peu plus de la meilleure version de moi-même, finalement. Ah, tu vois ? Grâce à ça. Même si au départ, c'était une de mes pires souffrances, clairement. Hein. D'une destruction, tu passes à finalement une grande résilience, à aller te faire aider toi-même pour avancer sur toi. Tu apprends aussi à communiquer autrement avec les autres de manière générale. Finalement, c'est un peu une école de la vie qui te pousse toi-même à avancer aussi sur toi, sur tes problématiques, comprendre pourquoi tu es resté aussi dans ce lien-là qui était si dysfonctionnel. Ah, tu vois. Et ça te fait travailler sur toi, ça te pousse dans tes retranchements, dans ton fond, quoi. Et ça te fait avancer par la force des choses. Donc à la fin, tu finis par éprouver limite de la gratitude de quelque chose que t'étais au fond du gouffre, quoi.
au final, tu finis par en éprouver de la gratitude et te dire, ok, si c'est passé dans mon chemin de vie, mais ça, c'est parce que aussi j'ai un côté très spirituel où je me dis, si c'est passé sur mon chemin de vie, c'est que je devais vivre cette expérience-là. Et je sais pas pourquoi je vis ça, mais je le saurai sûrement plus tard. Et aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai vécu ça. C'est intéressant ce que tu me dis, toi. Je suis une meilleure personne aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Mais ça, j'aurais pas pu te le dire il y a quelques temps en arrière, hein, puisque ça m'a tellement fait mal et poussé dans quelque chose où mon cerveau, je voulais juste le déconnecter, ne plus penser à rien parce que je ressentais tellement de souffrance, de se faire rejeter tout le temps, de se faire ghoster, de se faire quelque part maltraiter émotionnellement, faut le dire. Bah, et après, tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai accepté ça? Ok. Dans mon enfance, il y a eu ça, tu travailles sur ça, ok, j'ai fait un transfert de mes parents, etc., sur cette personne, et ça ramène à soi. Ça ramène soi à soi. Pourquoi, au lieu de plutôt tout le temps, peut-être aussi accuser l'autre, oui, mais tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, faut peut-être tourner le doigt qu'on montre à l'autre vers soi et se dire, ok, et moi, pourquoi je reste dans ça? Ça ne me convient pas. Pourquoi est-ce que je suis bloquée? Ok, j'y arrive pas parce que finalement ça a activé mon côté dépendante, je suis restée bloquée, mon anxiété. Mais à un moment donné, il faut aussi travailler sur soi et prendre la pleine mesure de sa responsabilité dans le lien. C'est pas toujours l'autre. C'est pas. Et je me suis rendu compte que ça avait aussi résonné avec mon côté évitante. Ça l'a fait ressortir aussi. Je me suis rendu compte que moi aussi, à l'époque, j'avais sûrement rejeté des gens aussi, parce que je m'étais aussi à distance. Enfin, beaucoup de choses, tu vois. Hein. De quelque chose de très négatif, il y a toujours finalement quelque chose à en tirer. Mais tout à l'heure, tu parlais de... Mais juste pour vas-y. Si tu veux bien... Vas-y, rebondis, Mais t'as vu, c'est qu'une situation t'a permise de te faire grandir. Parce qu'aujourd'hui, tu es ici à Bruxelles, tu as fait ta chaîne. Franchement, il y a un an à l'avance, tu aurais fait ta chaîne, tu aurais discuté de ça. Tu as pris cette épreuve pour ce qu'elle était. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit sûrement qu'il y a un bien derrière. C'est ça. Et c'est une belle philosophie parce que voilà, c'est un filtre. C'est cette lecture qui t'a permis de pas revenir à dire ouais, je suis quelqu'un de. Et puis ça t'a permis surtout. Victime, oui. Tout à fait. Ouais. Parce que en fait, ce que je vais inviter les gens à faire, c'est sortir de la victimisation. Tout à fait. Et venir des gens, personnes responsables. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de prise sur la personne. On vient de parler pendant un certain temps, tu peux mettre des stratégies. Je ne suis pas en train de te dire qu'en mettant ces stratégies, à coup sûr, tu auras un résultat. Non. Mais tu as un pouvoir sur ce que tu vas faire comme effort. C'est ça. Ce que tu vas mettre en place. Mais est-ce que la personne est en capacité de pouvoir accueillir ce que tu vas lui dire et de faire le changement? Malheureusement, il n'y a pas de boule magique. Voilà. Tu n'auras jamais. Voilà. Mais qu'est-ce que ça t'aura permis, toi, d'apprendre? Voilà, c'est beaucoup de choses. Tu sais, quand tu vas, par exemple, si tu vas à la salle de musculation et tu filmes quelqu'un en train de soulever la fonte. La fonte, si tu fais la photo de la personne, sur le moment même, tu ne vas pas dire il est en train tu vas dire il est en train de souffrir, mais de dingue. Ouais. Il est là comme ça, en train de pousser, tu vois. Mais derrière lui, c'est autre chose. Il a besoin de faire cet effort pour pouvoir atteindre un objectif. C'est ça. Tu sais, je dis toujours dans la vie, tu peux venir. Moi, j'ai fait des arts martiaux, tu vois. Tu peux venir et tu peux acheter une ceinture noire au magasin, mais c'est pas pour autant que tu es ceinture noire. Ouais. Ce qui va faire qu'à un moment donné, tu es ceinture noire, c'est que tu vas passer par la ceinture jaune, ceinture blanche, ceinture jaune, et que tu vas ramasser un petit peu, tu vois. Mais tout ça va faire que tu vas grandir. Et c'est le process qui va faire qu'à un moment donné, tu es une meilleure personne. Et cette meilleure personne, elle est beaucoup plus, aujourd'hui, la Naïk qui est en face de moi. Si demain, elle est dans la même situation, elle sera le gérer avec beaucoup plus de facilité. Elle sera mettre la distance assez rapidement. Elle sera dire non, par exemple, à certaines situations. Tout à fait. Parce que parfois, il faut juste apprendre à dire non. Hein. C'est ça. Tu vois? Exactement. Et dire stop. Et dire stop, tout à fait. Stop là où je me sens mal et arrêter. Est-ce que tu penses que un ou une partenaire d'évitant, ce serait intéressant pour lui ou elle de faire aussi de l'EFT? Le partenaire? Oui. D'office. Le partenaire, je dirais que le partenaire, je l'invite vraiment à faire de l'EFT. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité chez le partenaire. Ouais. Il y a beaucoup. Pourquoi le partenaire, lui, malheureusement, tu as vu comment on a commencé notre discussion,
je ne comprends pas, je fais et malheureusement, j'ai pas le retour que je souhaiterais, tu vois. Et donc souvent, quand c'est comme ça, il va y avoir justement les deux réponses. Je vais culpabiliser, beaucoup culpabiliser, ou je vais avoir de la rancœur. C'est vrai. Et dans les deux cas, il faut savoir soit se pardonner ou lui pardonner. Dans les deux cas. Et c'est hyper important de se libérer émotionnellement. Vraiment très, très, très important. C'est vrai. Il ne faut pas prendre des pierres dans son sac à dos qui ne nous appartiennent pas. Okay, on a essayé de faire les choses, d'où les techniques de libération émotionnelle sont vraiment, vraiment bienvenues parce qu'elles vont permettre aux partenaires justement d'être déjà dans une meilleure émotion en fait aussi. De revenir à une sorte d'équilibre émotionnel aussi par ailleurs. Tout à fait. C'est-à-dire de pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus sain à proposer, tu vois. Tout à fait. Une dernière chose qui me vient, c'est tout à l'heure justement on parlait du fait que finalement, quand on parle à un évitant, en réalité c'est comme si on parlait finalement à l'enfant en lui. Est-ce que tu penses du coup que dans la manière de s'exprimer avec un évitant, il faudrait limite avoir une posture maternante, comme une maman qui parlera à son enfant? Non, c'est plutôt dans l'approche thérapeutique en fait. Si tu veux, je le disais, faut pas oublier l'enfant. Oui. Parce que je pense que l'aspect maternant, c'est pas ça forcément qui va aider. Ouais. Je pense pas, parce qu'on est toujours dans une posture d'adulte enfant. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, si on veut toucher, en tout cas ça c'est ma conviction profonde, si on veut toucher la personne en face, l'évitant, pour qu'il puisse faire un travail, on va dire, qui va avoir une réelle répercussion sur son évolution personnelle, il faut aller toucher l'enfant, tu vois. Et comment on touche l'enfant? Il faut passer par exemple, des protocoles tels que l'hypnose, l'EFT dans une moindre mesure, mais il faut aller faire ce qu'on appelle un état modifié de conscience. D'accord. Il faut aller chercher l'enfant. Et souvent, tu vois, dans les protocoles d'hypnose, on va aller chercher l'enfant. On va aller chercher l'enfant parce que souvent, les traumas ont été inscrits à un âge très tôt. Et l'enfant, parfois, va même oublier ce qui s'est passé, tu vois. C'est vrai. Il va effacer une partie de l'information. Et donc, l'inconscient, lui, il n'oublie rien, mais rien. Et donc, il faut aller feinter le conscient pour aller chercher dans l'inconscient l'information. C'est pour ça que je te dis, il faut aller chercher l'enfant. Et en fait, quand je parlais de l'enfant, c'est surtout voir, tout à l'heure quand je te parlais de, tu vois, de passer de ça à ça, c'est de dire, ah tiens, mais c'est une sorte d'empathie en fait. Parce que en fait, plus tu vas être empathique, d'une certaine manière. Pas sympathique, empathique. Parce que la sympathie, en fait, c'est ce qui fait que tu le suis dans le gouffre. Ok. C'est une grosse différence. Oui. Parce que souvent, les gens pensent qu'il faut être sympathique. Non, il faut être empathique. Empathique, c'est-à-dire je comprends, je lui tends une corde et je vais essayer de le faire sortir. Mais je ne descends pas dans le gouffre avec lui. D'accord. Tu vois la différence? Je vois, ouais. Tu vois. Et ici, en l'occurrence, ça va te permettre, tu vois, cette histoire de l'enfant va te permettre de justement être beaucoup plus empathique. C'est dans ce sens-là. Je vois, ouais. C'est pour donner des clés aux personnes vraiment qui nous écoutent pour qu'ils ne prennent pas les choses personnellement en fait. Je vois. Parce que souvent on prend personnellement, ouais, je suis une victime, ouais, on m'abuse, ouais, et puis on va de je suis, alors que c'est juste des capacités qu'il faut développer. Et si tu les développes bien, il y a moyen de faire vraiment voilà, des bonnes choses en termes de relations, en termes de communication, tu vois. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais comme point à aborder avec toi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, toi, de ton côté. J'ai rien à rajouter. Merci pour ton invitation. Ben, merci beaucoup, c'était super intéressant et à bientôt. À bientôt, Naï. Au revoir. Au revoir.